Sur France Culture, nous recevons l'un des protagonistes de ce débat, Benoît Hamon, candidat à l'élection présidentielle pour le Parti socialiste. Bonjour Benoît Hamon. Bonjour. Pour dialoguer avec vous, Ludovic Piétenu de la rédaction. Benoît Hamon, avant d'aborder votre programme culturel, puisque nous sommes sur France Culture, votre avis sur ce qui s'est déroulé hier soir durant ce débat? Écoutez, j'ai écouté Ludovic Piétenu, donc ça a modifié un petit peu mon appréciation des choses. En tout cas, je trouve ce commentaire très intéressant. De l'intérieur, d'abord, c'est frustrant parce qu'on ne parle que 15 à 17 minutes par séquence décousue, avec l'impression d'avoir jamais vraiment adressé le sujet correctement. Et en même temps, j'ai trouvé, moi, l'exercice démocratique globalement, l'impression que j'en ai eu quand j'en suis sorti, c'est que bon, ça s'était plutôt bien passé collectivement, qu'il y avait quand même eu quelques débats intéressants, notamment sur les questions européennes. Je ne les crois pas neutres. Ça n'est pas rien d'observer combien aujourd'hui sont nombreux ceux qui ont finalement décidé de tirer un trait sur l'Europe, avec plus ou moins d'ailleurs de joie. Hein. Il y en a qui sont très heureux de s'en aller, qui n'y ont jamais cru, puis d'autres qui, à mon avis, sont plus malheureux, mais ont tiré un trait sur la construction européenne. C'est la vraie ligne de fracture de cette je élection. pense que c'en est une. Pour autant, moi qui n'ai pas tiré un trait sur la construction européenne, je mesure la difficulté de la tâche aujourd'hui. Et ce qui est frappant dans cette campagne, finalement, c'est parfois le décalage entre l'ampleur des transitions que nous sommes en train de vivre. Moi, j'ai beaucoup parlé de la transition écologique, de la révolution numérique, mais la crise du projet européen est un de ces grands moments charnières que nous vivons aussi aujourd'hui, et où, au bout du compte, on va débattre pour la énième fois, parce que c'est la 4e ou 5e fois, parce que moi j'ai fait les primaires, de comment lutter contre le terrorisme mieux. Et on y a répondu 4 fois, 5 fois, et toujours avec la difficulté de dire, écoutez, mieux lutter contre le terrorisme, ça reste aujourd'hui difficile, mais ce sujet-là revient. C'était votre 6e débat hier soir. Oui, peut-être 6e débat, mais il y a des sujets qui sont très présents, que je peux comprendre qu'ils soient présents, mais il y en a d'autres qui sont très absents, très absents. Lesquels? C'est ça qui est fou. L'écologie. L'écologie, ça reste un débat secondaire, périphérique, aux yeux de beaucoup. Personne, en tout cas peu, à la fois des commentateurs, des animateurs, des candidats, n'a intégré la nécessité aujourd'hui d'opérer une conversion à la fois de notre modèle de développement, mais aussi de relier la question sociale à la question écologique. Je crois qu'il y a un vrai retard sur ces questions-là. Et puis on va parler culture, mais bon, la culture, on n'en a jamais parlé une seule fois. Pas une fois. C'était effectivement un thème. Sauf à l'initiative des candidats absent. eux-mêmes, sauf quand vous décidez vous-même d'en dire un mot, mais sinon c'est pas une Jean-Luc fois. Mélenchon, je crois, qui en a dit un mot à la fin. Et il était question, mais la question hier soir, de la protection sociale. Oui, mais la question sociale totalement disparue. Où la question sociale n'est abordée que sous l'angle de la fraude sociale, que de l'assistanat. Par exemple, revenu universel d'existence. Monsieur Hamon, est-ce bien raisonnable de mettre ainsi sous cloche les Français au lieu de les faire travailler? Donc en plus avec une vraie paresse intellectuelle. Si je devais te dire, alors peut-être suis-je sévère, mais je trouve que tout ça est quand même assez pauvre. Parlons de culture, Benoît Hamon. Vous voulez mettre dans votre programme culturel un certain nombre de points qui sont des points de rupture, et notamment, vous voulez créer un statut de l'artiste. Expliquez-nous. Écoutez, j'ai rencontré beaucoup de... D'abord, je pense que plus globalement, il s'agit de protéger ceux qui produisent, créent, travaillent, et les protéger correctement. Alors, nous assistons aujourd'hui à une transformation du travail en général qui nous interroge sur la manière dont on équipe en droits sociaux, en protection, dont on rémunère ceux qui produisent. Je ne pense pas qu'aux artistes, mais j'inclus les artistes comme créateurs, producteurs. Et pour regarder spécifiquement la situation des artistes, en travaillant avec mes équipes, nous avons vu qu'il y avait une sorte, l'expression pas jolie, mais je l'ai celle-là dans la tête, de trou dans la raquette en quelque sorte. C'est que ceux qui n'étaient pas éligibles au statut d'intermittent ne disposaient pas aujourd'hui de protection de droits. Et j'ai voulu qu'on réfléchisse à la manière dont on pouvait créer un statut de l'artiste qui permette à qui que ce soit, qui commence à créer, parfois même bricoler, comme on voit aujourd'hui, notamment avec des contenus numériques, beaucoup de gens qui se lancent, commencent à créer, produire des choses, les mettent en circulation parfois gratuitement, mais peuvent espérer
aussi en tirer à terme un revenu. Comment leur donner une protection des droits? C'est à cela que j'ai pensé, ce sur quoi nous travaillerons avec les syndicats, les organisations professionnelles, pour essayer de penser... Est-ce que le revenu universel d'existence n'est pas là, par exemple, pour boucher ce trou dans la raquette? Si on prend quelqu'un, par exemple, qui se met à un travail d'écriture, il n'est pas juste derrière son ordinateur toute l'année, il a besoin de vivre. Le revenu universel d'existence, c'est un salaire. Alors c'est considérable. D'ailleurs, c'est la promesse du Conseil national de la Résistance. Qui se souvient que le Conseil national de la Résistance demande que chacun ait le droit à un salaire décent, et le revenu universel comble, ou en tout cas pas accomplit cette promesse. Mais du coup, s'il y a ce revenu universel d'existence, y a-t-il besoin d'un statut de l'artiste? Oui, parce que je pense qu'au-delà de cela, le revenu universel, il ouvre droit à une rémunération, il ouvre droit à pas autre chose, c'est le seul droit qu'il permet. Alors il va avoir, évidemment, il a une utilité, un impact immédiat pour ceux qui aujourd'hui sont par exemple auto-entrepreneurs, vivent de quelques cachets, pas suffisants aujourd'hui pour pouvoir vivre correctement, et qui bénéficieront là d'un revenu universel de 600 € s'ils n'ont rien, jusqu'à qui est dégressif ensuite en fonction de leurs revenus, qui va considérablement les soulager. Ce qu'on ne dit pas, c'est en quoi le revenu universel va bouleverser l'organisation de notre société. Il y a des territoires, nos montagnes, nos campagnes, où on va remettre de l'activité. Il y a des projets qui étaient mornés parce qu'on n'avait pas le temps ou les revenus pour pouvoir les porter jusqu'au bout, qui seront désormais portés jusqu'au bout. Et dans le domaine culturel et artistique, particulièrement, parce qu'ils ne voient pas la précarité dans ce secteur, qui est un frein à la création, qui est un frein finalement à l'accomplissement de ce qui a été une idée, une fulgurance, je ne sais quoi, une pensée, et qui peut se traduire dans une œuvre artistique, et qui aura été interrompue par le fait qu'on c'est difficile de créer quand on n'a rien à se mettre dans la bouche. Benoît Hamon, vous souhaitez également lancer un grand plan pour les arts à l'école. En quoi consisterait-il, ce grand plan? Alors, il est global, mais il commence déjà par dire que si nous mettons l'accent sur l'éducation artistique et culturelle, et du plus jeune âge jusqu'au lycée, il faut aussi prendre des initiatives qui vont au-delà du contenu de l'éducation artistique et culturelle dans le temps scolaire. Moi, je veux qu'en CP, il y ait une inscription obligatoire en bibliothèque. Je veux que nous prenions en charge l'inscription de tous les enfants à une bibliothèque dès le CP. Pourquoi? Parce que même si les usages en matière de lecture vont changer par le numérique, soit, il faut aujourd'hui que le contact avec les livres, que le contact avec la littérature en général, avec les bouquins, pour faire simple, ce contact, il aille au-delà de ce que l'on vous met entre les mains ou à la maison, ce qui arrive mais ce qui n'arrive pas. Moi, je suis un enfant d'une famille où on ne m'a jamais mis un livre entre les mains, et puis ce qu'on vous met entre les mains à l'école. Et je veux, moi, que ce lien entre les livres et les enfants puisse se faire à travers un cheminement qui est celui de chaque enfant, parfois dans la bibliothèque, qui vous amène à faire des rencontres, parfois des rencontres inopinées avec des livres, et de manière à ce que les familles puissent aussi, à travers cela, décider elles-mêmes peut-être d'aller à la bibliothèque, mais plus tard de prolonger cet abonnement à une bibliothèque, ou cette inscription à une bibliothèque. Mais au-delà de cela, il me semble que ça s'inscrit dans une logique qui est celle des droits culturels. Moi, je crois beaucoup à cette idée des droits culturels dans son double sens. Le droit à avoir accès à la culture, à des créations, à des œuvres, au contact avec des artistes, mais le droit à exprimer sa propre culture. Et j'ai voulu aussi l'incarner dans ces fabriques de la culture, dont je veux mailler le territoire, notamment les territoires où il existe peut-être des déserts médicaux, mais aussi des déserts culturels, qui doivent être des lieux de production, de rassemblement, de création, là où on pourra héberger des artistes en résidence, mais surtout des lieux dans lesquels les citoyens d'un territoire non pas consomment de la culture, mais viennent eux-mêmes fabriquer de la culture comme... Il n'y a pas de rupture dans ce projet-là, Benoît Hamon. Il n'y a pas de rupture. Là, vous vous inscrivez dans la continuité de ce que fait Audrey Azoulay depuis un an au ministère de la Culture, de ce que font les socialistes au gouvernement. À une nuance près. Parce que la réforme des rythmes scolaires a permis ça, déjà, un accès à la culture, l'enseignement. Oui, de manière contrastée, il va falloir améliorer tout cela et le perfectionner. Mais à une nuance près, il faudra que les concours publics au financement des politiques culturelles soient considérablement augmentés. Moi, j'ai fixé un objectif, ce qui est de porter
porter les concours publics. Je ne parle pas du budget de l'État dans ses différentes formes. Il n'y a pas que le budget du ministère de la Culture, les Affaires étrangères, l'Éducation nationale, aujourd'hui finance de la culture, mais qu'on aille à 1% du PIB. L'ensemble des concours publics, c'est 17 milliards d'euros aujourd'hui. Pour aller jusqu'à 1% du PIB, il faut monter jusqu'à 21, 22 milliards. Donc ça veut dire 4 à 5 milliards de plus. C'est possible indépendamment de ces chiffrages qui sont évidemment importants. Est-ce que vous n'avez pas peur, Benoît Hamon, de transformer les artistes, les créateurs en fonctionnaires de l'art et d'encadrer... Avec le revenu universel ? Non, avec le fait de créer des maisons pour les artistes, de créer un statut de l'artiste. Est-ce que le risque, ça n'est pas en quelque sorte de doter à ces artistes une dimension par rapport au travail créateur qui suppose une forme d'absence de cadre, justement? Moi, je pense qu'au contraire, je leur donne de l'autonomie et de la liberté. Est-ce qu'on est vraiment libre? Est-ce qu'on est autonome quand on n'a pas de quoi vivre? Quand on ne sait pas comment payer ses factures? Les artistes, comme tous les autres, ils sont confrontés à des réalités bien tangibles et matérielles, qui sont celles de savoir comment vivre correctement de ce qu'ils font, ou de ce qu'ils ne font pas parfois, avec des périodes qui sont des périodes creuses. Et la réalité, c'est que ce que je leur propose, c'est au contraire de l'autonomie et de la liberté. Liberté sans laquelle il est quand même très difficile de créer. Et je pense aujourd'hui que beaucoup d'artistes français sont trop contraints. Et le revenu universel, comme le statut de l'artiste, leur rendra justement cette liberté. Je desserre l'étau, au contraire. Alors, Ludovic Piétoni, j'ai envie de vous demander un petit commentaire de ce que disait dimanche dans le journal du dimanche Emmanuel Todd sur vous, qui avouait avoir une détestation particulière à votre endroit. Je le cite: sur votre discours sur une quantité de travail limitée, cela devrait nous amener, dit-il, à accepter 10% de chômage, faire des Français des assistés. Mais ce taux, explique-t-il, de 10% de chômage est dû à l'appartenance à la zone euro. Et c'est là qu'est le clivage. Ah oui. Benoît Hamon dit-il, légitime l'idée qu'il n'y a pas de problème avec l'euro. Vous êtes, lâche Emmanuel Todd, un sous-marin de l'inspection des finances de l'orisme. Moi, j'aime bien Todd. C'est violent. Non, mais j'aimais bien. J'ai lu plusieurs de ses bouquins. Je trouve que il s'est pas trompé sur tout, loin de là. Mais bon, là, il est dans le ressentiment, Emmanuel Todd. Il n'est pas tellement dans l'analyse politique. Moi, que répondre à cela? Moi, l'analyse que je fais, une dernière étude du MIT vient de le montrer, qui illustre qu'il y aura des centaines de milliers de destructions d'emplois en lien avec la révolution numérique. Donc, la question est, est-ce que c'est vrai ou pas? Comment anticipons-nous cela? C'est un sujet sur lequel vous vous êtes énormément exprimé. Et sur lequel j'ai été énormément critiqué. Et qui a été extrêmement clivant. Est-ce que vous vous imaginiez, est-ce que vous vous attendiez à cela en lançant ce débat? Mais moi, je n'assure pas, au mois d'août dernier. Je ne suis pas un prophète. Je ne dis pas que le travail va se raréfier. Je dis que c'est une hypothèse forte. La question est, comment maîtrisons-nous cette transition pour faire en sorte que si le travail se raréfie dans des métiers de service qu'on connaissait et où on voyait hier des caissières qui disparaissent parce qu'on y met à la place des portiques, comment fait-on aujourd'hui pour investir dans ces fameuses filières d'avenir? Il n'y a pas que le numérique. On ne remplacera pas tous les emplois peu ou pas qualifiés qui vont disparaître par des community managers, des ingénieurs informatiques. Il faut donc améliorer les secteurs, les services à la personne, la santé, le vieillissement, qui ne voit pas qu'on a besoin de plus de personnes pour s'occuper des personnes âgées dépendantes dans les maisons de retraite, les métiers culturels. Bref, il y a beaucoup de secteurs dans lesquels on peut faire beaucoup d'emplois. Mais indépendamment de cela, il y a quand même une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tout ce dont nous avons besoin, nous, pour vivre, nous allons pouvoir le produire, et même ce qui nous est superflu, nous le produirons avec moins de travail humain nécessaire. Et moi, je le vois comme une bonne nouvelle. Donc, pensons le partage du travail qui nous permettra demain d'organiser notre vie entre ce travail, peut-être plus rare, mais que l'on partagera, et ce temps libéré qui sera là un temps utile pour nous-mêmes, pour nos familles. Est-ce que vous comprenez que c'est un discours qui passe parfois mal dans une usine, par exemple, automobile, où en fait ce sont les cadences qu'on a augmentées, on n'a pas du tout partagé le travail? Mais je conçois bien, mais parce qu'on est aujourd'hui dans une société un peu folle, où le travail est devenu si important pour vivre, qu'évidemment on ne veut pas le perdre, et l'idée même qu'on puisse envisager le partage du travail, ça donne l'impression que vous allez laisser aussi un bout de votre salaire et donc un bout de votre autonomie, de vos conditions d'existence. Ça justement, ça a été largement
commenté à gauche, parce que pendant très longtemps, à gauche, il y avait une vision prométhéenne du travail, où il s'agissait effectivement de produire, d'avoir une vision peut-être plus conquérante que celle d'un partage du temps de travail. Dans la critique que citait Ludovic Piétenu d'Emmanuel Todd, il y a au fond l'idée que Benoît Hamon défend une vision malthusienne du travail, qu'il faut partager un gâteau qui se rétrécit, alors que la gauche marxiste, par exemple, considérait qu'il y avait une possibilité d'être productiviste et de continuer à l'être. Est-ce que c'est audible par les classes populaires ? Je crois d'abord qu'elles le vivent, le partage du travail, non ? Il y en a 6 millions qui sont inscrits en Pôle emploi. Vous croyez c'est pas le partage du temps de travail. De facto, c'est le partage du travail. Le gâteau est partagé entre les actifs et aujourd'hui ceux qui aimeraient bien travailler ne travaillent pas. Moi, ce que je constate, c'est qu'après, la question qui nous est posée, puisqu'il faut pas, il y a le travail, il y a l'emploi. Le travail, il peut se faire en dehors de l'emploi. Le revenu universel reconnaît aussi un travail hors emploi. Parce que qui ne voit pas aujourd'hui ce qu'est le travail de millions de bénévoles, par exemple. Donc moi, je veux aussi, oui, qu'on aborde la question du travail comme une acception plus large. Donc, à la question qui m'est posée, est-ce qu'il y a une rupture par rapport à la tradition de la gauche ? D'abord, non, ce débat a toujours existé au cœur de la gauche. Moi, je pense qu'on peut être parfaitement utile socialement quand on produit. On peut en tirer même de l'estime de soi, fort heureusement. Mais je constate aussi que ceux qui en parlent avec beaucoup de sérénité sont ceux qui vont bien. Sont ceux qui sont heureux au travail, sont que ceux qui se lèvent le matin pour venir faire un travail dans lequel ils s'épanouissent. Et vous parlez de la valeur travail avec cette joie dans la langue et dans la bouche qui moi, parfois m'émeut. Mais si les lois travail n'étaient pas faites que par des gens heureux d'aller travailler le matin, peut-être qu'elles seraient utiles aussi à ceux qui ne sont pas toujours contents d'aller travailler, de prendre un salaire, mais qui aujourd'hui souffre au travail. Benoît Hamon, il y a eu un certain nombre d'idées échangées. Vous êtes beaucoup appuyé sur des intellectuels. Vous citez Bourdieu, par exemple, sur votre programme culturel. C'est pas très original. Entouré d'économistes. Non, mais vous le citez. Ça pourrait aussi vous être reproché. On pourrait considérer que votre vision de la culture est une vision qui est, comment dirais-je, unilatérale. On aurait pu citer une vision peut-être plus élitiste de la culture. Vous avez fait un choix, vous citez Pierre Bourdieu en matière de démocratisation culturelle. Est-ce que vous avez l'impression que la campagne des idées a eu lieu ? Est-ce que vous avez l'impression que cette campagne présidentielle, de ce point de vue-là, s'est déroulée de manière satisfaisante ? Malgré nous, oui. Malgré nous, oui. Malgré oui, vraiment, je vous le dis. Je pense, par exemple, le revenu universel est venu poser une question qui est une question qui a fait discuter toutes les familles le dimanche. D'ailleurs, une enquête récemment montrait que la seule idée nouvelle de l'élection présidentielle que les Français ont retenue, c'est celle-là. Est-ce que ça s'est pas arrêté fin janvier, à la fin de la primaire de la gauche, avec le début des affaires Fillon ? Non, je crois que ça continue. En creux, fort heureusement, il y a l'écume de la vague, c'est l'affaire Fillon, mais derrière... La concomitance, c'est fin janvier. Oui, fin de votre primaire. Mais la société, elle continue à évoluer, se transformer et les idées elles-mêmes à mûrir. Donc oui, il y a un débat présidentiel qui est navrant. Vous croyez qu'on en parle encore à table le dimanche, en famille ? Oui, le revenu universel, je pense que c'est une des questions. Et je crois qu'une autre question est en train de progresser, c'est celle qui concerne notre modèle de développement. C'est-à-dire ? Écoutez, moi je prends cet exemple parce que j'en ai pas beaucoup d'autres, mais il est tellement frappant. Moi, quand le directeur de l'école de mes filles me dit écoutez, aujourd'hui, vos enfants ne courent pas dans la cour de récréation parce que si les enfants courent, ils tombent malades le jour des épisodes de pollution atmosphérique, allez interdire à des enfants de courir. Il y a une très jolie... je suis pas fan de tout ce qu'a fait Pierre Rabhi, mais il a une très jolie phrase quand il disait la question n'est pas de savoir seulement quelle planète nous allons laisser à nos enfants, mais de savoir quelle jeunesse nous allons laisser à la planète. Dans nos écoles, on apprend aux enfants à pousser les bureaux contre les murs au cas où il y ait un terroriste qui veut venir les tuer. Dans nos écoles, on apprend aux enfants à ne pas courir, à un enfant à ne pas courir, vous rendez-vous compte, parce qu'il pourrait tomber malade parce que l'air est pollué. Quelle est la jeunesse que nous sommes en train de fabriquer ? Quelle est la jeunesse que nous fabriquons quand par ailleurs, ce que nous leur proposons, c'est la compétition, la coopération, quand nous leur proposons de marcher sur la tête du voisin pour grappiller une place dans l'échelle sociale, que préparons-nous ? Eh bien moi je pense que ces questions-là devraient être celles de la présidentielle. J'ai essayé d'en parler un peu. Objectivement hier c'était un débat qui n'a pas réussi à percer, mais je crois que ce sont les questions importantes et elles mûrissent de toute façon, même si François Fillon, Madame Le Pen et quelques autres nous auront pollué cette campagne avec leurs petites affaires d'argent. Mais bon, toujours un problème avec l'argent quand même.